bien, écoutez, bonjour à tous. Bonjour, merci de vous être connectés donc sur ce séminaire de Systemix. Vous savez, c'est ce cycle de séminaires scientifiques que l'IRT anime mensuellement. Et malgré cette période Covid, ben, on opère toujours les séminaires. C'est quand même un moment privilégié pour pouvoir discuter et échanger avec des chercheurs, des enseignants-chercheurs de notre écosystème, de près ou de loin, enfin, qui sont proches de Saclay ou un peu plus loin. Moi, je suis vraiment très heureux d'accueillir aujourd'hui Fawzi Nachashibi, qui est directeur de recherche et responsable de l'équipe RITS à l'INRIA Paris. Je crois qu'il était auparavant au centre de robotique, aux mines, hein, c'est ça, aux mines ParisTech. Voilà, alors Fawzi Nachashibi est un chercheur reconnu dans un domaine quand même qui nous concerne beaucoup à l'IRT, qui est le domaine des transports intelligents et des systèmes de navigation, pour le véhicule autonome en particulier. Il a eu une carrière, il a commencé sa thèse au LAS, au CNRS, il a obtenu sa thèse là-bas, il a fait son HDR à Paris 6, et puis après, il a fait sa carrière à l'INRIA. Voilà, il a fait énormément de projets européens et nationaux. J'avais d'ailleurs l'occasion de connaître ses travaux du temps où j'étais moi-même avant l'IRT Systemix à l'IFSTAR, maintenant l'Université Gustave Eiffel. Il a beaucoup de publications et de brevets à son actif et il a dirigé des thèses. Vous verrez ça dans sa petite bibliographie qui a été mise en ligne sur le site de l'IRT. Bon, nous, on va pouvoir l'entendre sur un sujet qui est vraiment d'actualité parce que, évidemment, l'IA adresse beaucoup de domaines applicatifs et le véhicule autonome en est un s'il en est. La navigation de ces véhicules autonomes est un point central. Et on a quelques projets en ce moment. On a beaucoup travaillé, on travaille beaucoup sur la validation du véhicule autonome, sur des sujets de gestion de scénario, mais aussi les sujets de l'IA embarquée nous intéressent et on a un grand programme qui s'appelle Confiance.ai sur ces sujets-là. Et donc, on est très content que Fawzi puisse venir nous éclairer un petit peu de ses lumières sur les dernières avancées, les derniers challenges, enfin les derniers, et les challenges qui sont devant nous sur ce sujet-là. Je te passe la parole, Fawzi, et on aura une séance de questions, c'est ce qu'on disait juste un peu avant, une séance de questions à l'issue de ta présentation avec les personnes connectées. Merci de couper votre micro pendant la présentation de manière à ne pas interférer sur la présentation. Fawzi, je te passe la parole. Merci beaucoup, Patrice, pour cette belle présentation. Et tu as fait une très, très belle transition tout à l'heure. Effectivement, bon, je travaille dans le domaine des véhicules autonomes et vous savez tous que nous sommes passés par une période, il y a eu une longue période d'excitation autour des véhicules autonomes. Beaucoup de passion, beaucoup de choses ont été dites et beaucoup d'expectations, comme on dit. Malheureusement, on ressent aujourd'hui une espèce de ralenti, voire de doute, de suspicion autour de cela, parce qu'on n'a pas vu encore de service de transport basé sur les véhicules autonomes. Et très très vite aussi, les regards se sont tournés sur l'intelligence artificielle, parce qu'on nous avait vendu l'intelligence artificielle comme étant la solution à tout, et que c'est justement grâce à l'intelligence artificielle que ça y est, que le véhicule autonome va enfin voir le jour. Et c'est simplement, c'est par ignorance, parce que qui dit véhicule autonome dit beaucoup de choses. C'est déjà un domaine très multidisciplinaire où beaucoup de disciplines de sciences intersectent pour donner lieu à cela. Et on va voir tout à l'heure que les défis sont nombreux, en fait. Il n'y a pas que les défis techniques, encore moins simplement le système de raisonnement qui s'appuie sur l'intelligence artificielle. Donc, ce que je vous propose, c'est, dans cette présentation, c'est de parler un petit peu du statut des véhicules autonomes connectés, les défis existants, techniques et non techniques, et je vais me focaliser un peu sur ce qui est au cœur du véhicule autonome, à savoir ses fonctions de navigation, présenter certains paradigmes nouveaux autour de l'automatisation de la conduite. Je vais peut-être me concentrer un peu plus sur des choses en lien avec l'intelligence artificielle, justement, et là où l'intelligence artificielle a apporté beaucoup et va apporter beaucoup, notamment dans les systèmes de perception et les systèmes de décision et de planification.
Alors, bien évidemment, je voulais juste commencer par vous montrer cette multitude de prototypes existants et pour lesquels il y a eu beaucoup de publicité. Certains, d'ailleurs, sont les nôtres, d'autres viennent de Chine, des États-Unis, d'Italie, de partout. Et malheureusement, on est obligé de constater qu'il n'y a toujours pas de service qui s'appuie dessus sur des véhicules autonomes. Néanmoins, il ne faut pas nier que nous avons quand même réalisé beaucoup de choses. On va dire que c'est vingtaine d'années ou 20-30 années où les gens ont migré de la robotique mobile vers le véhicule autonome, ont permis quand même de faire beaucoup de choses. Premièrement, un boost dans les domaines de la recherche en lien avec cette thématique-là. On a pu prouver des concepts, il y a eu beaucoup de démonstrateurs, beaucoup de prototypes. On a validé donc de très nombreuses briques de base qui sont aujourd'hui d'ailleurs pour beaucoup déjà implémentées à bord des véhicules de Monsieur Tout-le-Monde. Donc ces fameuses fonctions d'assistance à la conduite. Mais également, nous avons avancé sur tout ce qui est standard, sur l'identification des marchés, des besoins. Il y a eu un partenariat de plus en plus important entre le public et le privé, entre les villes notamment, là où, qui espèrent par exemple, en tout cas, ou qui voudraient tester des systèmes de transport intelligent et les acteurs majeurs de cela, technologiques. Certaines barrières légales ont pu sauter, en tout cas bouger. On a avancé sur tout ce qui est acceptation publique, susciter la curiosité des gens. Des implémentations de Field Operational Tests ont été faites à large échelle sur beaucoup de domaines. Et surtout, il y a eu beaucoup de mouvements économiques, de création de startups, de fusion, d'achats. Voilà. Et donc, on voit bien que c'est en plein bouillonnement et ça continue malgré la situation actuelle et malgré les doutes dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, quels sont les défis aujourd'hui? Bon, il y a des défis scientifiques et d'autres pas, donc les défis face au déploiement des véhicules autonomes. Très rapidement, au niveau des capteurs, par exemple, puisqu'un véhicule autonome s'appuie sur des capteurs pour réaliser ses fonctions de navigation autonomie, il n'y a pas de capteur maître universel qui fait tout. Du coup, on a des problèmes de portée, de bande passante, de framerate. On a des limitations fonctionnelles liées aux capteurs, mais surtout leur coût, notamment, surtout quand on voit la quantité de capteurs qui sont embarqués sur les véhicules, qui posent également des problèmes de stockage, des problèmes de calcul, de consommation également, notamment des consommations énergétiques liées à certaines cartes et aussi aux capteurs, etc. On a aussi des problèmes quant au traitement dans des domaines et conditions atmosphériques hostiles. J'en parlerai tout à l'heure de cela. Ouais, mais surtout au niveau de la perception, on a aussi des problèmes d'interprétation de scène. Aujourd'hui, les schémas de navigation s'appuient sur des paradigmes très classiques, sur des techniques très basiques. Et il y a aujourd'hui encore à la limite aussi des problèmes de performance parce qu'on n'est toujours pas au 100%. Alors, je dirais tout à l'heure 2 mots sur ce qu'on appelle le 100% ou 1% ou 0, quelque chose pour cent. Et il y a beaucoup de situations qui ne sont toujours pas traitées dans des conditions spéciales. Un autre problème est celui de la fusion de données, de la redondance des capteurs, parce que lorsque vous avez une défaillance, comment faire pour switcher un autre capteur? Est-ce que ce soit un capteur identique ou un autre? Parce que les conditions opératoires veulent qu'on change de capteur, mais du coup, on va aussi changer de fonction et de sortie. Donc, comment réaliser cette redondance fonctionnelle? Et enfin, on a les systèmes de décision aujourd'hui s'appuient sur des modèles, mais on voudrait un peu plus s'appuyer, prendre en compte les comportements et intégrer des schémas de décision différents. Et on ne sait pas comment intégrer les processus cognitifs, les profils conducteurs et comment traiter avec des situations délicates, comme par exemple sur cette image, on a un véhicule qui est arrêté, une ligne continue, que faire? Est-ce qu'un véhicule autonome doit passer la ligne, ne doit pas passer la ligne? C'est un problème typique de décision qui est en contradiction avec les règles de la conduite. Parmi les problèmes bien identifiés sont le problème de tolérance aux fautes.
de tout ce qui est en lien avec le diagnostic, l'autodiagnostic. Comment faire lorsqu'on détecte les fautes, comment traiter avec cela, comment assurer une redondance, comment redistribuer les tâches, et comment justement certifier les systèmes qui doivent traiter avec ce genre de défaillance. Un autre problème est celui qui est lié à la masse de données, qui est à la fois collectée et traitée. Un autre problème, c'est tout ce qui est preuve de concept, tout ce qui est génie logiciel, si je puis dire, mais tout ce qui est aspect temps réel, bien sûr. Lorsqu'on traite des données, je vais vous en parler deux mots, mais on est un minimum entre 3 gigabits et 42 gigabits par seconde de données, uniquement de données embarquées et traitées et collectées par le véhicule en fonction, bien sûr, de la configuration capteur existante. Ce qui n'est pas du tout négligeable. Si j'ai le temps, je vous en parlerai 2 mots sur l'enjeu des données. Enfin, on a aussi, bien sûr, des problèmes de communication à cause des problèmes de bande passante, des protocoles, les standards, le problème de la cybersécurité des véhicules connectés, à la fois pour assurer la protection proprement dite du véhicule, mais aussi face à des actes malveillants, face à des informations erronées, malveillantes, intentionnelles ou pas d'ailleurs. Un autre challenge, bien sûr, c'est celui de la certification et de l'homologation. Aujourd'hui, on ne sait pas comment homologuer, comment certifier un véhicule autonome. Est-ce qu'on doit le faire au niveau de la brique technologique? Est-ce qu'on doit le faire au niveau d'un système? Par exemple, est-ce qu'on certifie le système de détection de collision ou est-ce que, en tant qu'algorithme, en tant que système, avec toutes les redondances qui puissent exister, comme le fait Laurent Incap et compagnie, ou est-ce qu'on voudra certifier le véhicule en tant que tel, avec toutes ses fonctions et sous certaines conditions ou pas? Et qui dit véhicule dit aussi on sait très bien que les différents véhicules n'intègrent pas les mêmes fonctionnalités et ne fonctionnent pas de la même façon. Donc, qu'en est-il de l'interaction, des responsabilités? Comment faire cela? Alors, on va très, très probablement, je pense, aller vers de nécessité. Il est nécessaire, par exemple, d'avoir d'immenses données à noter ou de recourir, bien sûr, à des simulateurs. Parmi les autres sujets sur lesquels les gens travaillent peu aujourd'hui, c'est tout ce qui est modélisation des systèmes, parce que pour l'instant, on parle d'un véhicule comme étant une unité, un agent sur la route, mais qu'en sera-t-il lorsqu'on va mettre X véhicules autonomes? Quelles seront les performances collectives, individuelles et collectives d'un système? Comment va se faire l'interaction avec les autres véhicules non automatisés ou partiellement automatisés? Donc, il s'agit en fait ici de modélisation macroscopique, mésoscopique, à la fois du trafic, mais aussi du comportement et des performances. Un autre problème, c'est celui de l'arbitrage. Qu'on appelle l'arbitrage, c'est tout simplement le processus de partage de conduite entre un véhicule autonome et un conducteur. Comment cela se fera en fonction de pour quelle tâche? Qu'en est-il de l'état du véhicule, de la tâche à accomplir, de l'état du conducteur? On le sait tous, par exemple, qu'il est beaucoup plus difficile de redonner la main au conducteur que de le lui prendre, en fait, dans certaines situations. Donc, c'est un problème très important. On peut ne pas être d'accord même sur des simples paramètres comme le sont aujourd'hui. Les Allemands se battent aujourd'hui pour savoir si on doit avertir à 3 secondes ou à 5 secondes ou à 4 secondes. C'est dire à quel niveau. Et qui dit avertir dit interface aux machines, ça aussi c'est un enjeu, surtout quand les interfaces doivent s'adresser non seulement aux conducteurs, mais aussi aux autres usagers de la route qu'il faut parfois prévenir ou pas. Et enfin, comment intègre-t-on de manière technique, cette fois-ci, les règles éthiques en lien? Je ne parle pas de réglementation ou de légal, de règles éthiques qui, comme vous le savez, dépendent de beaucoup de choses, y compris de paramètres sociétaux et qui ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre, voire d'une région à l'autre. Donc, comme vous le savez très bien, l'exemple type, c'est celui-là où vous êtes en situation de pré-collision avec un enfant. Est-ce que vous faites que freiner ou est-ce que vous essayez de rentrer dans le véhicule à côté? Et qui vous dit d'ailleurs que dans le véhicule d'à côté, il n'y a pas d'autres enfants, etc., etc. Donc voilà, c'est des sujets qu'on connaît tous.
Mais il y a d'autres challenges, d'autres défis qui ne sont pas à négliger, comme les facteurs humains, par exemple d'acceptabilité, des interactions homme-machine, comment se fera les interactions véhicules autonomes. Qu'en sera-t-il des emplois? Plusieurs fois, on nous a posé la question, est-ce qu'on va perdre des emplois, on va gagner des emplois sur le côté santé, environnemental, etc. Les aspects légaux, les aspects responsabilité, les assurances, les problèmes de monopole, parce que tous ces véhicules-là vont forcément s'appuyer sur des entreprises, sur un savoir-faire très important que les garagistes, par exemple, n'ont pas. Donc, qu'est-ce qui va se passer si jamais un jour un fournisseur n'existe plus, disparaît de la circulation, un Mobileye, par exemple? Qu'en est-il de l'infrastructure? Parce qu'on parle toujours de véhicules autonomes, mais je trouve que les gestionnaires d'infrastructures sont un petit peu lésés. Comment adapter nos routes? Qu'est-ce qu'il faut installer? Comment former nos garagistes? Est-ce qu'il faut équiper les voies? Est-ce qu'il faut mettre des unités de bord de route et ainsi de suite? Qu'en est-il de la formation des gens qui vont utiliser ces systèmes-là? Et enfin, qu'en est-il du code de la route? Lorsqu'il y aura des véhicules autonomes, ça dépend du taux de pénétration, bien sûr, mais qu'en est-il du fameux code Rousseau, là, que j'appelle le e-Rousseau futur? Alors, justement, ce sont des questions posées, il y a énormément de défis du coup. Moi, je vais me focaliser maintenant sur la partie navigation et automatisation. Comme vous le savez, un véhicule un véhicule autonome a besoin d'une connaissance sur la route, sur le réseau routier, avec ses nœuds, ses segments, etc., la nature des voies, etc. Il est également en train de communiquer avec d'autres véhicules, mais aussi avec l'infrastructure. Dans le cas donc, c'est les fameuses télécommunications V2X. Au milieu de tout cela, le véhicule est lui-même équipé d'un certain nombre de capteurs qui lui fournissent des données locales. Eh bien, c'est la fusion de tout cela qui va faire en sorte que le véhicule puisse choisir son itinéraire, raisonner, décider de ses actions et ensuite naviguer. Alors, lorsqu'on dit navigation, quand on parle aussi de véhicules autonomes en général, on oublie surtout de mentionner qu'est-ce qu'on entend par véhicule autonome, parce qu'il n'y a pas que les voitures, il y a aussi des navettes, des bus, des véhicules de livraison, ainsi de suite. Et on ne parle pas d'environnement et où on le fait. Alors moi, j'ai voulu classifier, on va dire, la navigation autonome en fonction de deux complexités. Il y en a même N si on rajoute les temps de traitement, les ressources, etc. Mais contentons-nous aujourd'hui de ces deux-là, donc les complexités d'interaction, complexité d'environnement. Par exemple, dans les plus simples, c'est tout ce qui est faible interaction, faible complexité d'environnement, c'est tout ce qui est autoroute ou alors environnement urbain simple dans lesquels les véhicules peuvent évoluer. Si on va un peu plus dans l'interaction, voilà, ce sont des scènes plus denses, donc en termes de densité. Bon, là, j'ai pas pris l'exemple le plus simple puisque j'ai choisi Marseille et en plus en temps de pointe, j'imagine. Donc, imaginez un peu la complexité de navigation dans de tels environnements. Je vois certains sourire. C'était pas intentionnel, figurez-vous. Bon, enfin, dans la complexité de l'environnement, donc peut avoir exactement la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire des environnements routiers, mais qu'en est-il lorsqu'il va pleuvoir ou neiger? Et là, c'est un autre jeu, c'est pas la même chose. Et le pire, c'est lorsque vous avez les complexités à la fois en termes d'interaction et en termes de complexité environnementale et par exemple, donc là je montre la complexité de la neige dans une scène urbaine. Voilà une situation qui aujourd'hui n'est absolument pas traitée dans la littérature, par exemple. C'est vous avez un véhicule autonome naviguant dans un environnement dense et en temps de pluie la nuit. Voilà. Et on voudrait que les taxis robots puissent fonctionner comme cela, ou alors ils ne seraient pas très efficaces, pas très rentables, on va dire. Donc, pour faire de la navigation, bon, vous savez très bien, il existe, vous savez, dans robotique, on a toujours parlé du fameux paradigme perception, décision, action. Dans le cas du véhicule autonome, il y a un paradigme très classique, un schéma classique de navigation qui est celui-là. Ça commence par, en fait, un véhicule autonome a besoin de savoir où il est d'un point de vue global et où il va. Donc, ça, et il choisit du coup son itinéraire. Il s'appuie sur ses capteurs pour
détecter l'environnement, modéliser son environnement. Il utilise ces données-là pour détecter les objets, les obstacles et classifier et faire de la classification pour pouvoir naviguer. La localisation est une tâche de perception très importante qui lui permet de savoir où il est, non seulement, non pas de manière globale, mais locale, pour savoir où il est, sur quelle voie, etc., qu'est-ce qu'il voit devant lui. On planifie la trajectoire et les manœuvres, donc c'est ce qu'on appelle la planification tactique. Et enfin, on envoie vers les contrôleurs les actions, donc tout ce qui est freinage, accélération et compagnie. Donc ça, c'est le schéma classique. Qu'en est-il en réalité? Donc ce schéma classique donne tout de suite une espèce de diagramme comme celui-là. Donc ça, c'est celui de notre équipe qu'on a utilisé pour développer nos propres véhicules. Et on retrouve tout ce qui est perception, planification, contrôle, planification latérale longitudinale, tout ce qui est plug-and-play control, tout ce qui est réactif. Voilà, donc on a travaillé, donc tout ce que je highlight là, tout ce que j'entoure, ce sont des briques que nous avons développées, notamment pour développer nos fameuses navettes autonomes en 2011 à La Rochelle. Je pense que vous les connaissez, mais bon, voilà, en gros, on avait pour 3 mois, on a installé un service qui s'appuyait sur les navettes autonomes, complètement autonomes dans la ville de La Rochelle. Et la ville a accepté de rendre ce système vraiment un réel service. Donc voilà, vous appelez le véhicule qui lui, vous choisissez votre destination et c'est le véhicule qui vous conduit en s'appuyant sur ses capteurs et en communiquant avec la base pour pouvoir faire du routage, pour pouvoir planifier l'arrivée d'autres véhicules. Et c'était une première mondiale parce que c'était la première fois qu'on avait une navigation dans un environnement partagé, le véhicule, enfin usager de la route et véhicule, et donc des voies non dédiées. Donc, si je reviens à ce schéma classique, il y a aussi d'autres approches, il faut savoir, du coup, de plus en plus. On parle de ce qu'on appelle le end-to-end driving ou end-to-end learning for autonomous driving, donc où toutes les briques de détection, de localisation, tout ce qui est intermédiaire saute. On va le remplacer par un algorithme qui a appris à conduire en imitant l'humain et en faisant comme l'humain. En gros, on part des données brutes et on veut arriver à contrôler le véhicule en faisant cela. Alors, par opposition, comme on le voit sur le slide en haut, par opposition à des méthodes qui utilisent la perception intermédiaire pour détecter des objets, des lignes, des voies, etc., eh bien, l'approche du dessous, donc Lequin et autres, et al., s'appuie uniquement sur des images. On va seulement essayer de donner des espèces de rewards par rapport à la distance latérale et à la distance aux obstacles pour contrôler directement le volant. Alors, je vais emprunter ici un slide ou deux de mes collègues de MIT, Daniel Ross notamment, pour montrer un peu l'exemple. L'exemple, c'est tout simple. On lui donne des images, on donne des images à notre système et une carte où il y a les routes. Après une partie de pooling, etc., ce qu'on va obtenir après décodage, c'est des probabilités de trajectoire. Ici, on le voit en haut à droite, des trajectoires. Soit vous allez à droite, soit vous allez à gauche, soit vous allez tout droit, avec un certain niveau de probabilité, puis le véhicule devrait choisir. Et bien évidemment, lorsque vous lui donnez en plus votre itinéraire, ici dans le petit bloc en bas noir avec la trajectoire en rouge, donc c'est votre trajectoire de référence, ben là, dans ce cas-là, vous allez mieux le guider et automatiquement, le système va choisir cette trajectoire-là, il va agir sur le volant pour tourner à droite, pour suivre justement cette trajectoire-là. Alors, nous avons eu une contribution en collaboration avec Valeo dans le cadre de la thèse de Maximilian Jaritz. On a pu faire ce genre de end-to-end driving en utilisant d'apprentissage par renforcement. On a pour des véhicules de course. Donc, on a pris des bases de données comme celles que vous voyez là-haut et on a l'objectif, c'est quoi? C'est de prendre ces images, une image, et de décider quelle est l'accélération, le freinage, éventuellement le frein à main à utiliser et l'angle au volant à appliquer pour conduire sur une telle route, sans faire de la segmentation, détection de route ou quoi que ce soit, uniquement en s'appuyant sur des images, qui semblent un peu incroyables.
Et justement, c'est grâce à ces systèmes par renforcement qu'on a établi une espèce de rewards. Par exemple, en réduisant les sorties de route, en réduisant les écarts dans la voie. Et on a pu faire apprendre à notre système sur 3 séquences simulées, c'est celle qu'on voit au milieu. Et ensuite, on a demandé à l'automate de conduire sur une scène non connue. Et on a pu obtenir des performances meilleures que les conducteurs ou meilleures que les meilleurs joueurs par simulation. Et on a pu appliquer cela, comme on le voit en bas, sur des scènes réelles. C'est-à-dire que vous lui donnez des images et c'est le système qui choisit comment, sur ces scènes-là, sans avoir préalablement conduit là-bas, comment conduire le véhicule, lui donner les bons contrôles pour rester sur la voie. Donc ça, c'était une première contribution, c'est décrit dans la thèse de Maximilien. Alors, le problème de ces systèmes, c'est qu'effectivement, vous utilisez des simulateurs, etc., qui n'ont pas beaucoup de photoréalisme, mais même quand, après, on a voulu faire du domaine transfert, c'est-à-dire que vous faites le transfert à des environnements un peu plus réalistes. Et des gens comme NVIDIA, par exemple, eux, ils ont essayé de faire des approches basées données. Mais le problème, c'est que ça ne marche pas pour des grands environnements. Alors, ils ont conçu, nos collègues du MIT, donc un système qui, sur la base de données complètement simulées, on va générer des images 3D. En fait, on rentre la dynamique des véhicules, on rentre la base de données, on en déduit une espèce d'image 3D. Le conducteur, lui, ajuste ou choisit sa direction. Et par comparaison, on va pouvoir corriger le modèle 3D pour en déduire un autre, une image 3D transformée, qui va constituer la prochaine image, en fait. Et du coup, en fait, l'objectif, c'est de créer des images 2D et des 3D consécutives pour générer une base de données réaliste. Voilà, c'était ça l'objectif. Et ils ont pu démontrer qu'en faisant cela, ils obtenaient, une fois qu'ils ont appris sur ces systèmes-là, ils obtenaient des résultats bien meilleurs que les approches existantes. Alors, je vais rentrer un peu plus maintenant dans les aspects techniques, les défis techniques. Notamment, je vais vous parler de la perception, tout ce qui est en lien avec les capteurs, tout ce qui est risque. Ensuite, je vais vous parler de ce qu'on appelle le domain adaptation, des challenges dans tout ce qui est motion planning et décision, le système de décision. Alors, et si j'ai le temps, je parlerai aussi de l'enjeu des données, mais je me demande si j'aurai le temps. Donc, premièrement, on a dit tout à l'heure, on a un vrai problème dans la perception, c'est tout ce qui est problème capteur. Aujourd'hui, comme il n'y a pas de modèle de capteur idéal, on est obligé, un véhicule autonome, comme vous le voyez ici, on est obligé d'avoir une multitude de capteurs, des radars, lidars, des caméras, et ainsi de suite, voire des ceintures de caméras, des communications, c'est un besoin, contrairement à ce que disent certains, et ce qui pose des problèmes de coût, de consommation et de données. Par ailleurs, on a encore des soucis dans la perception. Par exemple, on arrive toujours, enfin aujourd'hui, on a des problèmes pour détecter on parlait de gendarmes couchés, mais sans aller jusque-là, on a des problèmes pour détecter les petits objets sur la route, des petits bouts des bouteilles, des bouts de caoutchouc, etc. On n'arrive pas à détecter les trous qui sont tous pourtant des choses très, très importantes à détecter, mais surtout aussi pour tout ce qui est fausse alarme. On a des soucis avec tout ce qui est objets non dangereux, comme par exemple du papier, des feuilles d'arbres, des journaux, un sac en plastique qui s'envole. Tout cela génère aujourd'hui des freinages brusques. Et je me rappellerai toujours de l'année 2000 où en travaillant avec Renault, on avait réalisé un système de parking, de détection de places de parking automatique, et où le véhicule s'arrêtait tout le temps parce qu'il y avait des feuilles d'arbres qui avaient été détectées, qu'il prenait, même quand il formait des tas sur la chaussée, ça formait une espèce d'obstacle virtuel qui n'en était pas un en fait, parce que nous on sait qu'on peut écraser ces feuilles-là.
Donc, d'où l'importance de quand même de pouvoir labelliser, de pouvoir comprendre une scène, et ça, je vais revenir dessus tout de suite. Enfin, il faut savoir quels sont les seuils qu'on va mettre pour qu'un système soit acceptable. Aujourd'hui, on admet tous qu'il ne faut surtout pas qu'il y ait des faux négatifs, c'est-à-dire qu'il ne faut pas rater des objets, des obstacles qui peuvent être dangereux, et essayer d'obtenir un taux de faux positifs le plus proche de zéro, au risque de voir les utilisateurs jeter le système. Alors, juste quelques chiffres pour illustrer tout cela, pour vous montrer un peu la difficulté. Aujourd'hui, aux États-Unis, entre deux crashs fatales, il peut se passer 3,4 millions d'heures véhicules. Ça ne veut pas dire que c'est le même véhicule qui fait 3,8 millions d'heures, c'est-à-dire que le nombre total d'heures parcourues par les véhicules constitue à peu près 390 ans, en gros, avant qu'il y ait une fatalité. Il y a environ 7 ans, ou 61 400 heures, entre deux incidents avec blessures. Alors, en Europe, je crois qu'on a le double de cela, mais bon. Alors, quel est l'impact de ce chiffre-là? C'est qu'on se dit que si on veut que le véhicule autonome puisse réaliser ce genre de performance, à savoir 3,4 millions d'heures, bon, prenons un environnement simple, moyennement dense, avec un objet par seconde sur la route. 3,4 millions d'heures, donc si je transforme les secondes, etc., en heures, ça signifie que je devrais faire une détection de 10 puissance 10 objets. Je ne parle pas d'une même voiture, peu importe, sur le niveau des véhicules. Ce qui veut dire que si je veux obtenir donc la même performance humaine, je devrais avoir un taux de détection de 99, précisément 8,9 après la virgule. 9999, 9999. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut atteindre ce chiffre? Je pense qu'on connaît la réponse. Alors, on va essayer d'avancer là-dessus. Puis, bon, voilà, c'est juste pour un peu poser le défi. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de tout ce qui est détection, problème de détection des objets et tout ça. Donc, je vais vous parler un petit peu de la compréhension de la scène qui, aujourd'hui, représente un défi majeur dans tout ce qui est système de perception. Parce que, OK, on connaît les approches classiques où on peut détecter des piétons, on peut détecter des véhicules, on utilise les fils de Kalman pour faire les suivis, on peut faire des méthodes bayésiennes ou des théories de croyance pour faire de la fusion de données. Tout ça, ce sont des approches connues. Ce qu'il faut voir surtout, c'est que les choses ont évolué. Et en même pas 20 ans, on est passé de… Bon, les techniques étaient simples, le passage des images brutes, lidar, caméra, etc., vers des objets. Petit à petit, on a commencé à faire de la segmentation de scènes, comme on le voit ici, pour détecter des régions. Avec l'arrivée notamment du deep learning et des méthodes par apprentissage, on a commencé à avoir une segmentation sémantique de la scène, c'est-à-dire qu'on arrivait à mettre un label sur les objets et sur les régions détectées. Et probablement un des tout premiers travaux les plus accomplis dans le domaine des ITS a été ce travail de Schneider, qui lui a valu d'ailleurs le Best Paper Award à IV 2016 à Göteborg. Donc, où on a combiné à la fois la labellisation de la scène avec le système, donc les images de profondeur obtenues par stéréo, pour obtenir des images au milieu dites des stick cells, des représentations par stick cells que les auteurs utilisaient pour labelliser, pour comprendre les objets, extraire les zones navigables et faire de la détection des objets et naviguer dedans. Voilà. Donc, cette approche-là a été, de toute façon, existé un petit peu avant, après. Les approches sont nombreuses, comme on le voit ici, l'Université d'Oxford à gauche, ou encore à l'INRIA, l'utilisation d'un système à base de caméras omnidirectionnelles, où on peut en fusionnant la vue, labelliser des scènes entières en temps réel. Alors l'utilité, on la connaît, hein, l'utilité, c'est bien sûr de savoir où est la zone navigable, où sont les objets. Si on sait que c'est de la chaussée ou c'est un obstacle dur, etc. etc. Donc, des approches multimodaux ont vu le jour, comme ici à l'Université de Cluj par Serge Nedvěský et son doctorant. Et nous avons même eu une contribution, comme on le voit en bas à droite, où on a utilisé plusieurs modalités. Donc, notre
typiquement la caméra et la télémétrie laser pour réaliser cette fameuse segmentation. Alors, on peut voir par exemple dans l'image à droite, en bas, c'est la vérité terrain. Et juste au-dessus, on a notre approche. On voit une grosse similitude entre la vérité terrain et notre approche en termes de labellisation. On a raté le sigle de Mercedes. Bon, tant pis, ou tant mieux. Bref. Donc, arrivé là, on pourrait se dire que c'est bien, on a tout réglé, mais on ne fait pas du tout. Pourquoi? Parce que là, ce qu'on a pu faire, c'est simplement de mettre des labels. Mais mettre des labels ne signifie pas qu'on a compris, qu'on a interprété une scène et qu'on a une interprétation contextuelle de la scène. Voici un exemple. Vous avez ici un passage à niveau, pas très loin de chez moi, où l'espèce de barrière est levée. La même scène avec la barrière horizontale a des conséquences complètement différentes. Surtout si on la combine au petit feu rouge qui est en haut à droite. Alors, vu par la machine, voilà ce qu'on a. Même à supposer qu'on a détecté le feu, peu importe, voilà ce qu'on a. On a une zone navigable en gris, on a la végétation en vert, et puis un gros obstacle comme ça qui est en haut, à gauche, etc. Et que faire avec ça? Si on n'a aucune interprétation des objets, si on ne sait pas ce que ça signifie, d'ailleurs la même image avec la barre violette un peu vers le haut devrait nous autoriser de passer. Mais vous voyez que la simple labellisation n'a pas de sens si on n'a pas une compréhension pas seulement de la sémantique, mais aussi du contexte. Et que dire des scènes comme celle-là, par exemple, où on a des véhicules qu'on peut très très bien détecter, mais dans ce cas-là, le simple fait d'avoir vu ce feu rouge allumé nous a donné l'information que ces véhicules ne sont pas à l'arrêt total, mais sont simplement arrêtés temporairement et qu'il serait bon d'arrêter et de ne pas faire un dépassement, par exemple. Ce genre d'interprétation, on peut le retrouver dans les exemples que je mets ici. Je le mets pour un peu pour son caractère ludique, mais qui nous permet quand même de comprendre très bien. Vous avez ici une scène qui pourrait être lue par un véhicule autonome, où on a un policier. Alors, supposez qu'on arrive à identifier un policier. Il vous fait face, donc ça veut dire qu'il ne faut pas passer. La même scène avec également un policier, une voiture de police, mais avec le policier, vous tournons le dos et à côté de la route, donc il y a aussi le côté spatial, signifie que vous pouvez passer. Très bien. Ici, on a le même policier qui nous tourne le dos, devrait passer, non, parce qu'il est juste devant nous. Donc, il y a un ensemble de choses qu'il va falloir combiner si on veut réellement faire quelque chose. Maintenant, on peut nous dire aussi que le jour où on aura des véhicules autonomes, je ne sais pas si déjà le policier serait le bienvenu sur les routes. Mais bon. Et voici pas mal d'exemples comme ceci où un véhicule autonome, en s'appuyant uniquement sur sa compréhension de la scène, va avoir des décisions à prendre qui ne sont pas forcément les mêmes et qui ne sont pas si facile à prendre. D'où l'importance de l'interprétation. Alors, je conseille, j'ai mis ici l'adresse Internet de la présentation de Chris Urmson sur la navigation autonome, une présentation très intéressante, on n'a pas le temps bien sûr de passer, mais on va juste relever les conclusions qu'il en a faites. Donc, il dit qu'en fait, on est capable aujourd'hui de détecter des obstacles, de prédire certaines trajectoires, et pas seulement d'un véhicule, mais de plusieurs véhicules. On est également capable de s'arrêter sur des feux, on est capable de s'arrêter sur des stops, de gérer une scène complexe. Et là, je vais passer un petit peu ce petit bout de vidéo, s'il veut bien. J'espère que vous verrez, vous êtes en train de regarder cette vidéo-là. On voit bien un véhicule autonome, c'est une simulation de ce qui se passe réellement. Donc là, on voit qu'on est capable de détecter les objets, de les suivre, de s'arrêter, etc. On est également capable, donc ça c'est de la complexité, c'est très complexe avec beaucoup d'interactions. De temps en temps, on a des zones de travaux ou des déviations qu'il va falloir détecter, donc les identifier et détecter. Parfois, vous avez des véhicules prioritaires, ambulances, véhicules de police où il va falloir s'arrêter.
Et un peu plus loin, je vais peut-être passer tout ça. Vous avez des véhicules comme des bus, il faut être prudent, il faut avoir un comportement sur la route différent. Et enfin, vous avez ici, comme vous voyez en bas à gauche, des personnes qui vous tendent la main. Donc, c'est un symbole, c'est un signe pour vous dire que je suis en train d'avancer. Et ça, c'est quelque chose qui est très compliqué aujourd'hui, à moins qu'on puisse interpréter les comportements des usagers de la route et pas seulement les identifier comme étant un objet de tel ou tel type. Alors, pour pouvoir faire tout ce qu'on a vu là, détecter les objets, les identifier, on a besoin d'immenses bases de données pour apprendre à la machine ce qu'est un véhicule, ce qu'est un piéton, par exemple, à quoi il ressemble, etc. Ici, par télémétrie, mais ça peut être des images, comme très classiquement on le voit. Mais le problème se pose lorsque vous avez des choses qui n'ont rien à voir avec ce que vous avez donné à votre machine. Une moto, ça peut être ça ou ça. Un piéton, ça peut être ça. Ça peut revêtir cette forme-là, extrême. Ou alors, on peut avoir ce genre de piéton mobile ou moto un peu déformée, je ne sais pas ce que c'est. Donc, la complexité lorsque vous avez affaire à une vraie scène. Alors, d'où l'intérêt de développer des systèmes déjà de perception, de reconnaissance plus évolués. Là, je vais vous présenter quelques-uns. On va commencer par une simple approche qu'on a développée, notamment pour tout ce qui est interprétation des actions des piétons. On a travaillé sur des réseaux convolutionnels multimodaux, c'est-à-dire qu'on va utiliser à la fois l'intensité, le flot optique, par exemple, et la profondeur pour non seulement, comme on le voit ici, détecter les piétons, mais également leur action. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Parce qu'un piéton qui est en train de longer la route ou une dame qui est en train de courir derrière son enfant sur le trottoir, c'est une chose. Un piéton qui est en train de croiser ou qui a l'intention de faire un crossing, c'est PSC sur la figure, signifie pedestrian crossing, signifie qu'on doit s'intéresser à cela pour, par exemple, déclencher un freinage préventif ou autre. Alors, ces approches sont basées aujourd'hui beaucoup sur l'apprentissage. Mais il y a, et sur un apprentissage multimodal. Et la même chose, on l'a fait dans un autre contexte, dans un autre travail, dans le cadre de la thèse de Maximilien Jarry, cette fois-ci, alors que le premier, dans la thèse de Danut Pop. Donc, cette fois-ci, on travaille sur l'association de caméras et de télémétrie pour à la fois compléter les informations manquantes, notamment quand il s'agit de télémétrie. Vous savez très bien que le caractère physique d'acquisition par télémétrie fait que plus vous éloignez du capteur, plus déjà les points sont distants les uns des autres, parce que c'est une résolution angulaire qui est utilisée pour faire le scanning. Et en plus, vous pouvez avoir des télémètres avec 4 couches, 16 couches, 32 couches, 64 couches. Donc, on a voulu voir comment si on était capable de compléter cette image de profondeur grâce à une caméra, et si également la caméra et le lidar peuvent collaborer en dehors des schémas classiques de fusion où chaque capteur donne soit des features, des amers, soit des objets et puis on les fusionne. Là, on veut directement les faire interagir pour pouvoir à la fois segmenter la scène, mais également donner une image de profondeur améliorée. Et c'est ce qu'on a réussi à faire dans le cadre de cette thèse-là, de ce travail-là. Et on a dégradé le télémètre. Comme vous voyez ici, on avait utilisé un télémètre 64 couches. On a essayé de dégrader, de réduire le nombre de couches laser pour voir jusqu'où on pouvait aller en termes de performance pour labelliser la scène. Et voilà ce qu'on obtient en fait sur différents niveaux de dégradation, si vous voulez. Là, ça a été fait sur une scène par simulation parce qu'on disposait de l'annotation, on disposait des vrais labels des objets. Et comme on le voit, on a vraiment déjà une qualité très intéressante sur le résultat. Ce cross-modal domain adaptation, on l'a voulu l'appliquer forcément sur des scènes réelles. Et c'est ce qu'a donné, donc en utilisant cette même approche-là, donc vous avez deux réseaux, pas antagonistes, mais on a deux réseaux.
L'un sur le 2D, l'autre travaille sur les images de points 3D. Chacun va faire sa propre classification et qui va injecter ses résultats à l'autre système pour l'améliorer. Et au final, on a l'image que vous avez vue tout à l'heure. On a à la fois une image de profondeur améliorée, on a fait ce qu'on appelle le depth completion, et aussi une scène labellisée. Et voici le résultat sur une scène réelle. Alors, je ne sais pas si... Oups, je crois que j'ai... Est-ce qu'on a perdu la présentation? Je vais revenir dessus. On la voit toujours, mais tu es sorti du mode plein écran, là. Je ne sais plus où je suis. Est-ce que quelqu'un peut me dire si on voit Là, on ce qu'on voit, voit en fait? là, on voit ta présentation, première slide, mais pas en mode diaporama, quoi. Je ne sais plus où je suis. Est-ce que quelqu'un peut me dire Ah, si... là, on est sur un slide où il y a marqué différentes architectures of D'accord, signal. d'accord. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que là, on arrive à voir la vidéo? Là, on est sur Xmuda. Il y a pas de... Voilà. On va voir. Oui, on était là. On était là, normalement. Bon, j'avais une vidéo qui a marché tout à l'heure. OK. Je vais faire comme ça, du coup. Là, ça devrait... Voilà. Donc là, voici ce qu'on a. On a des... Voilà. On a utilisé des scènes réelles qu'on a voulu, donc voilà. Comme vous voyez la nuage de points labellisé. Donc, chaque point laser est labellisé en fonction de ce que c'est, véhicule, camion, vélo, personne, route, et ainsi de suite. Et de temps en temps, on montre un peu la différence entre notre approche et la méthode du state of the art qui est correspondante. Donc, on voit bien qu'on arrive, donc là, oups, voilà, j'ai du mal avec cette vidéo, c'est pas grave. Donc voilà, c'était le résultat. Alors, on va passer à un autre topic aussi, donc qui est en lien. Alors, on vient de voir comment faire lorsqu'on associe. Oups. Je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que je ne sais pas ce qui se passe? Bah, là, tu es revenu sur le mode à l'écran. Enfin, à Ok. l'écran, nous, on a. Voilà, ok, Voilà. c'est pas grave. On va passer donc au topic suivant, donc au sujet suivant. Toujours dans la perception, c'est pour vous parler aussi de. Je vous ai montré la difficulté, comment faire pour améliorer l'interprétation, qui était un des problèmes de la perception. Mais on va parler d'un sujet qui est encore aussi important, qui est celui des conditions atmosphériques. Parce que la plupart des véhicules, des prototypes qu'on voit aujourd'hui, fonctionnent dans des environnements, dans des conditions nominales, on va dire. Vous verrez rarement un véhicule autonome filmé en train de naviguer en temps de pluie, au temps de neige, etc. Et peut-être qu'une des raisons, c'est que tout simplement, lorsque vous avez affaire à ce genre de conditions atmosphériques dégradées, vos systèmes se dégradent. Alors, on a souhaité d'un côté étudier la performance de nos systèmes dans ces temps-là. Bon, vous pouvez s'attendre à la dégradation et voir jusqu'à quel point, et surtout comment adapter nos systèmes, notamment les systèmes à base d'apprentissage qui apprennent dans des conditions, et puis comment transférer leurs connaissances à d'autres conditions, ce qu'on appelle le domaine transfert. Et pour faire cela, on a voulu également, pour pouvoir évaluer votre système, vous avez besoin d'annotations. Or, jusqu'à il y a un an ou deux, avant l'arrivée de nouvelles bases de données, on n'avait que des bases de données annotées dans des conditions, dans de très bonnes conditions. Donc, comment faire? L'idée, c'était de dire, bon, appuyons-nous sur des bases de données existantes et essayons d'introduire de la pluie, par exemple, dans ces bases de données. Alors, du coup, c'est ce qu'on a fait. Donc, mon collègue, Raoul de Charette, de l'équipe RITS, qui a travaillé avec la Londres de l'Université de Laval,
sur l'introduction, donc en utilisant des modèles réellement physiques de la pluie, donc comme on le voit ici, avec tout ce qui est réflectance, etc., on va essayer de les introduire dans des bases de données déjà connues, Kitty par exemple. Pourquoi? Parce qu'en introduisant de la pluie, les gens seront capables de traiter les images comme si elles avaient de la pluie, mais en même temps, comme on a une annotation, on peut savoir quelles sont leurs performances en présence de pluie. Sauf il faut bien sûr que la pluie soit très réaliste. C'est pour ça. Alors, je vais vous montrer un petit peu l'exemple de ce qu'on a fait. Ici, nous avons la base originale. Donc, c'est une séquence Kitty, la séquence 32. Et on a augmenté avec de la pluie où on est capable, en fait, d'introduire avec une densité très précise. Vous pouvez lui dire, je veux 32 mm par heure, je veux 40, 50 mm par heure de pluie. Et vous obtenez ce genre de séquence. Alors, l'intérêt, bien sûr, comme je vous ai dit, c'est d'utiliser ces séquences-là ensuite et de les traiter avec vos propres algorithmes. Alors, on a deux approches. La première approche consiste à dire, bon, voilà, je vais utiliser pour estimer mes performances, comme on le voit ici, et comme on s'y attendait, par exemple, pour tout ce qui est détection à gauche et labellisation à droite, on voit la différence en termes de dégradation. On évalue à peu près 15% de baisse de performance dans la détection des objets en conditions de pluie, et on perd plus de 60% en performance si on appliquait exactement le même algorithme qu'on a utilisé en conditions nominales, mais avec de la pluie. On regarde, et il suffit de regarder l'image à droite en bas du tableau de droite pour se rendre compte des résultats catastrophiques. Alors, on est deux choses l'une, soit on adapte nos algorithmes, soit nos algorithmes s'adaptent et adaptent leurs paramètres pour traiter avec la pluie, ou tout simplement, on va déraciner la mauvaise plante, c'est-à-dire qu'en gros, peut-être qu'il y a moyen d'enlever la pluie, de la supprimer de l'image. Comme ici, par exemple, on a une scène avec de la pluie, et petit à petit, je vous montre là, vous allez voir, pof, tout va se dissiper. Et en faisant cela, on est capable de traiter une image propre, épurée. Alors, c'est également le travail de notre équipe en collaboration avec Brogi, de l'Université de Parme, et Ambarella en Italie. Alors, ce qu'on a fait ici, on a voulu aller plus loin pour, par exemple, gérer tout ce qui est occlusion, tout ce qui est à la fois pour les enlever, mais aussi pour les remettre, pour rendre les images beaucoup plus réalistes. Alors, vous pouvez imaginer que ce genre de technologies et de sciences peuvent être utilisées à la fois dans le domaine transport, mais aussi dans beaucoup d'autres domaines, les médias, les films, etc. Donc là, on s'appuie toujours sur des modèles physiques, on les introduit dans nos systèmes à base d'apprentissage. Par exemple, vous verrez ici, dans ce slide, à gauche, l'image d'origine, au milieu, ce qui se faisait au mieux au niveau de l'état de l'art, et à droite, notre système, et on voit bien, heureusement, on a dépassé complètement l'état de l'art, parce qu'on était capable également de rajouter, en plus de cet aspect focalisé, des reflets, des gouttes qui tombent, etc., des aspects atmosphériques qui n'existaient pas. Encore une fois, l'intérêt, c'est de pouvoir injecter cela dans des bases de données, par exemple, parce que ça nous permettrait de mieux évaluer nos systèmes. Tout comme on voudrait faire l'inverse, c'est-à-dire supprimer cela. Mais si on a été capable de le faire, ce qu'on a fait là, c'est ce qu'on appelle le domain-to-domain translation, c'est-à-dire que ce qu'on fait, on va passer d'un domaine à un autre. Et ce travail-là, on l'a étendu dernièrement avec un autre doctorant, Fabio Pizzati, à une autre application que je vais vous montrer tout de suite, c'est celle-là. En fait, on voudrait passer d'une séquence qui a été filmée le jour vers la nuit, en passant par le crépuscule, et recréer des séquences qui simulent l'aube et revenir vers le jour. Et ça se fait dans ce sens-là. On ne peut pas passer du jour à nuit directement. Donc, notre système qui est basé modèle, qui est model-based, va prendre des images de jour et on va transformer les images grâce à des systèmes adversariaux, donc des GAN,
des réseaux adversariaux génératifs, je sais pas comment, voilà, génératifs. Et donc, on va prendre les images, on va extraire des caractéristiques, on va guider un petit peu. Et ensuite, dans le décodage, dans la phase de décodage, on va réaliser des images. Mais on va pouvoir le faire de manière progressive en passant de jour, crépuscule, nuit, pour revenir à l'aube et puis le jour. Et je vais vous montrer un peu dans cette vidéo, j'espère que celle-là elle va passer. Donc, Continuous Model Based. Alors, à noter que dans notre cas, on ne va pas renseigner au système des images intermédiaires représentant la même scène, par exemple, au crépuscule ou à l'aube. On va juste lui donner le jour et la nuit. Et ça va vous donner, et vous allez voir comment ça va se passer. Donc, vous avez à droite notre système qui tourne avec comparé au système de l'état de l'art. Donc là, en bas à droite, je vous dis à quelle heure de la journée vous êtes. Vous voyez l'image se déformer pour vous donner des images très réalistes, comme si elles avaient été tournées le jour, la nuit. On peut même voir l'éclairage s'adapter, etc., etc. Et de manière cyclique. Donc, si je continue, et on l'a fait à la fois aussi, également, pardon, dans des scènes urbaines, où on est capable de, pour la même scène, de générer des images. Alors, vous pouvez imaginer un petit peu en perspective les applications de cela. C'est-à-dire que vous allez pouvoir utiliser une même base, faire du domain translation pour transformer vos séquences en séquences de jour, de nuit, avec sans pluie, avec sans neige, et ainsi de suite. Alors, je ne sais pas combien de temps il me reste, parce que je ne regarde pas l'heure. Est-ce qu'on est toujours… On a atteint l'heure. L'heure, bon, bah, très bien. Je ne veux pas t'interrompre et si tu as encore un point à nous expliquer. Je vais peut-être vous mettre juste 10 minutes pour me présenter un autre domaine, puis je vais m'arrêter là. D'accord. En fait, c'est juste une autre, d'autres approches. Donc, on a vu l'IA au service de la perception. Je voulais juste montrer aussi que pour tout ce qui est système de décision et de planification, on a également une grosse utilisation de l'intelligence artificielle qui vient à notre secours. Typiquement ici, par exemple, vous savez très bien que pour pouvoir naviguer, pour pouvoir planifier votre trajectoire, pouvoir prendre une décision, vous avez besoin d'avoir une prédiction des trajectoires et des manœuvres des véhicules et des personnes, enfin de tous les usagers de la route qui vous entourent. Et pour faire ça, bon, il y a les méthodes d'approche classiques, on détecte, on fait de la prédiction stochastique, etc. Mais de plus en plus, et on commence à s'appuyer sur des méthodes dites de social pooling où on va étudier de plus en plus les interactions. Parce que ça, c'est quelque chose qui est très important. Il ne s'agit pas seulement d'avoir le mouvement apparent des objets, mais aussi de comprendre leurs interactions, voire se focaliser sur les objets qui ont le plus intérêt pour vous. Comme on le voit ici, alors tout ce qui est social pooling a débuté par des choses simples où on a par exemple ici des piétons, on voudrait savoir prédire leurs mouvements en fonction des interactions qu'ils ont les uns des autres. Ça, c'est le travail d'Alexandre Alaï de PFL. Et on a eu une contribution également là-dedans. Alors, les méthodes classiques sont des méthodes qui s'appuient sur la physique ou sur des trajectoires, des patterns de trajectoires ou sur des processus de décision markoviens. Et petit à petit, le deep learning est venu à notre secours pour introduire, cette dimension d'interaction entre les agents, entre les objets. Alors, il y a les différentes méthodes s'appuient soit ce sont des séquences de sequence model, donc des méthodes classiques qui ressemblent à des RNN. On a des réseaux convolutionnels pour la prédiction de trajectoire, des méthodes à base d'encodeurs variationnels ou les GAN, par exemple. Et de plus en plus, et vraiment les dernières techniques, et c'est celles sur lesquelles nous avons contribué également, c'est toutes ces méthodes qui s'appuient sur ce qu'on appelle le mécanisme d'attention. En gros, le mécanisme d'attention et puis leurs pendants qui sont les transformers, les réseaux transformers. En réalité, c'est quoi? Quel est le sujet posé? C'est le suivant. Vous êtes, vous, au milieu, là, dans cette image, c'est le véhicule violet ou bleu.
Vous avez des véhicules tout autour de vous et l'objectif, c'est d'étudier leur historique et prédire leur trajectoire future sur X secondes. Dans notre cas, ça a été 5 secondes, en étudiant en intégrant les interactions des uns avec les autres et en se focalisant pour nous sur les véhicules qui nous sont intéressants. Par exemple, vous voulez faire un dépassement à gauche, vous n'avez pas du tout intérêt à regarder le véhicule qui est à droite derrière vous. Alors, vous allez me dire que ça, c'est quelque chose qu'on le sait. Donc, ça peut être des méthodes à base de règles, mais ce n'est pas si facile que ça parce que vous n'êtes pas… ce qu'on veut obtenir, c'est une généralisation de cela. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des bases de données existantes. On va prendre, donc à noter du coup, on va prendre des entités, on va étudier pour chaque objet, on va encoder leur déplacement sur un horizon de temps. Et ce qu'on nous souhaite avoir, c'est ce que vous voyez ici en bas, c'est les trajectoires futures. Parce que si vous connaissez les trajectoires futures qui prennent en compte les interactions, vous êtes capable de prendre une bonne décision. Un exemple typique, c'est que par exemple, vous voulez faire un changement de voie, il y a un autre véhicule qui est en train de se rabattre. Vous savez que le véhicule qui est à gauche va lui aussi se rabattre, donc ça va vous dissuader de faire votre changement de voie. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'était pas capable de faire parce qu'on n'avait pas ce raisonnement par bon, on n'intégrait pas les interactions. Et donc, on a développé toute une architecture où on était capable, sur un horizon de 5 secondes, de prédire et les manœuvres et les trajectoires des différents véhicules autour de nous, et avec des erreurs allant jusqu'à 40 cm sur une seconde ou 3 mètres sur 5 secondes. Alors, sur autoroute, c'est considérable parce que c'est plus de 100 mètres. Alors, les travaux futurs dans ce domaine-là vont être, bien sûr, de s'appuyer sur cela pour les intégrer dans des systèmes de décision. Parce qu'aujourd'hui, pour décider de votre manœuvre et de vos trajectoires, vous devez savoir, bien sûr, quels sont les mouvements des véhicules autour de vous, mais vous avez également un objectif à atteindre, des vitesses à respecter, des règles de conduite, le confort, donc vous ne pouvez pas dépasser certaines accélérations, par exemple, un profil de conduite que vous devez adopter en fonction de la personne qui conduit. Vous devez respecter les conditions de non-collision, réduire les énergies, tout ça. Donc, c'est un système multicritère qu'on va injecter dans notre système de décision, combiné au système qu'on a vu, pour prendre la décision de la manœuvre à venir et donc de générer la trajectoire. Et on voit bien qu'on est quand même assez loin du end-to-end driving qu'on a vu au début de la présentation. Je vais m'arrêter là. Je vous remercie et j'attends vos questions. Merci beaucoup, Fawzi. Merci pour cette présentation très inspirante. Avant que les premières questions arrivent, je voulais relayer un message qui avait été mis dans le chat où quand tu parlais de ton 99,99 avec 8,9 derrière, est-ce que tu faisais l'hypothèse que l'erreur de détection qui apparaîtrait tous les millions de kilomètres était forcément un crash fatal? Est-ce que Sur ce chiffre-là, oui. D'accord. Donc, en fait, le chiffre, il dit quoi? Il dit qu'on a toutes les 340 millions de véhicules heure, on a un crash fatal aux États-Unis, je parle. Et par conséquent, si je prends une scène avec un objet par seconde, il suffit de regarder en nombre de secondes 340 millions, combien ça fait, et ça nous dit quelle est l'erreur qu'on doit commettre. Parce que si vous faites plus d'erreurs, vous allez réduire ce laps. Donc, si on veut faire aussi bien que la performance humaine actuelle, voilà, on est obligé d'avoir ce taux de détection. Pas pour un simple véhicule, sur l'ensemble, bien sûr. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'assistance? Oui, moi j'ai deux questions. Oui. Oui, bonjour. Cette présentation était très intéressante. Attends, je vais allumer ma caméra. Je m'appelle Jean, je suis le fondateur de Next Africa, une startup de Paris-Saclay. Donc, on développe des solutions de cartographie, des systèmes d'information, donc pour diverses activités. Aujourd'hui, on se concentre sur
l'export donc à l'international. Mhm. Et je serais potentiellement intéressé par vos solutions parce qu'on tend vers la prédiction, donc produire des cartes pour le système industriel et des voitures autonomes. Vous avez parlé de deux aspects qui sont intéressants dans la navigation, donc la détection de l'environnement à la fois statique et dynamique que le véhicule autonome fait en fonction des outils embarqués, donc lidar, caméra et autres. Mais qu'en est-il du code de la route? Parce que j'imagine que quand on est, par exemple, mauvais conducteur, on n'a pas son permis, on a appris à conduire tout seul, on peut être en mesure de détecter et de faire des dépassements, mais on ne respecte pas forcément le code de la route et ça peut jouer sur forcément l'environnement, en fait, les conducteurs, les autres usagers qu'on dépasse. Sans tenir compte du code de la route parce que juste on maîtrise le volant, on maîtrise notre perception. Est-ce que dans vos modèles d'apprentissage, vous avez pris ces aspects en compte? Parce que imaginez que nous sommes dans un rond-point et que les feux ne fonctionnent pas, ainsi de suite. On doit tenir compte des marquages au sol et autres pour ne pas jouer sur la perception des autres usagers. Donc, ça, c'est la première question. La seconde question, vous avez parlé également de vos modèles d'apprentissage pour passer au fait des modèles où il fait jour au modèle où il fait nuit avec la mise en situation des étapes intermédiaires. Maintenant, qu'en est-il du fait qu'on se mettait dans la mesure où le véhicule autonome se trouve en zone urbaine la nuit et tout est éclairé, mais inopinément, il y a coupure d'électricité. Ça peut arriver pour des pannes. Et du coup, là, on n'a plus d'intermédiaire. On passe directement dans la phase nuit, donc au fait de l'éclairage et à la phase où tout a été éteint. Ce que vous voulez dire, c'est que vous naviguez quoi? La nuit, tout est éclairé, puis tout d'un coup, il y a une coupure d'électricité. Oui. Vous perdez cela. Oui, parce que vu que les perceptions, c'est avec les caméras et autres, quel serait l'impact sur la performance du véhicule autonome? OK, alors c'est une très bonne question parce qu'en fait, il y a deux questions là-dedans. Est-ce qu'on est capable de traiter les deux cas? Vu qu'aujourd'hui, les systèmes apprennent, ils peuvent apprendre en temps de nuit, ils peuvent apprendre en temps de jour. Moi, ce que j'ai soulevé ici, c'est de combien les performances d'un même système est dégradée si on l'applique dans un autre domaine. Et d'où l'intérêt de faire du domaine transfert pour pouvoir générer des bases sur lesquelles vous pouvez appliquer, ou alors tout simplement, comme on l'a dit, si vous êtes capable, c'est le deuxième volet de votre question, si on est capable de détecter qu'il y a eu un changement d'éclairage, alors changement d'éclairage, attention, je ne suis pas sûr que ce soit comme conditions de nuit. Ce n'est pas tout à fait pareil, parce que dans un cas, c'est un éclairage local, et dans un autre, c'est un éclairage ambiant. Et ce n'est pas tout à fait pareil. Mais à supposer qu'on est capable de détecter cela, parce que voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure quand j'ai dit autodiagnostic. Il faut que les systèmes soient capables de détecter un changement de domaine. Oui. Mais si on est capable de faire ça, normalement, les algorithmes vont suivre, parce que c'est ça l'objectif, c'est de pouvoir adapter les algos en fonction. Alors, soit vous changez votre algo, soit vous changez votre image, vous la réadaptez, vous la retransformez en temps de jour, parce que vous savez que c'est la même scène finalement. C'est la même scène, mais c'est l'intensité lumineuse qui est différente. Et donc, ce qui vous intéresse, éventuellement, si vous changez de domaine, comme on l'a fait là, et vous traitez l'image comme on l'a vu, comme si c'était un domaine normal. C'est comme si vous enleviez la pluie et vous traitez de votre image, et vous traitez votre image comme s'il n'y avait pas de pluie. C'est pareil. D'accord. Merci pour la réponse. D'autres réactions, commentaires, questions? Alors... Moi, je veux bien. Alors on a Bertrand qui est connecté. Oui, bonjour Fawzi. Bonjour Fawzi. Je veux revenir sur le code de la route. C'est compliqué parce que, en fait, est-ce qu'on imagine quand même que les véhicules autonomes devront connaître le code de la route? Et question suivante, en supposant que ça soit le cas,
et j'ai mon véhicule autonome français que j'emmène dans un autre pays où le code est différent. Qu'est-ce qui se passe? Ne serait-ce que l'emmener en Angleterre où on a la conduite à gauche, mais il y a même dans d'autres pays où il y a les règles sont différentes en fait. Oui, alors, comment tu vois les choses évoluer sur ce plan-là? Alors, aujourd'hui, si tu veux, les véhicules autonomes ont appris à… Donc, premièrement, c'est ce que j'ai mis tout à l'heure, la première chose qu'on a, et qui est très importante, qui s'apparente à un capteur, c'est les cartes, les fameuses cartes embarquées, les cartes numériques, qui contiennent toutes les informations, beaucoup d'informations, en tout cas statiques, comme les voies de circulation, les voies interdites, tout ça. Quand on fait la sélection d'itinéraires, on intègre tout ça, quel que soit le pays. Ce qui est important, c'est l'aspect dynamique. C'est quand on est, par exemple, en train de rouler, puis on arrive à un feu, et là, je suis d'accord que les feux sont très, très différents les uns des autres. J'ai travaillé sur la détection de feux tricolores dans le passé, et c'était horrible de voir la différence. Leur placement n'est pas le même. Aux États-Unis, c'est au milieu d'une intersection. Chez nous, c'est plus proche. Puis on a des petits, des grands, des trucs, c'est incroyable. Et ils ressemblent beaucoup aussi parfois au feu de stop des arrières des véhicules. Des fois, on a trois. Voilà. Alors, c'est compliqué, mais imaginons, en fait, on peut aussi même imaginer que les feux soient communicants. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font aujourd'hui sur cela, sur tout ce qui est… Alors, par contre, on doit être aussi capable d'arrêter sur un stop ou sur un céder le passage, sur un passage piéton lorsqu'il y a un piéton, d'où l'intérêt d'interpréter correctement la scène. Alors, tout ça, c'est bon, on peut faire ça. L'intégration des règles fondamentales de la route se fait. On sait faire. On a déjà fait des conduites avec des véhicules autonomes en Allemagne, par exemple, en collaboration avec Valeo, typiquement, mais aussi dans le cadre d'un projet européen qui s'appelle Havit. On a eu à faire ce genre de choses. Pareil pour tout ce qui est panneaux de signalisation. J'ai coordonné un projet dans le passé qui s'appelle Speedcam, qui était dédié à la détection des limitations de vitesse, des panneaux chauds. Et là, il fallait aussi qu'on traite les cas allemands et français. Et heureusement, justement, ce sont des méthodes par apprentissage, des bases de données existantes qui permettent en fait de renseigner tous les systèmes de reconnaissance. Donc, tout ce qui est basique de ce type-là, ça va. Ce qui n'est pas facile, ce sont les conventions, en fait. Des fois, vous avez des conventions, des choses qui sont pratiquées et qui sont là, par contre, très difficiles à intégrer. Si on ne les connaît pas, on ne sait pas comment les faire, comment gérer. Mais tout ce qui est, par exemple, rond-point où il faut faire à l'envers, ce genre de choses, c'est encore faisable. Non, mais typiquement, tu vois, mon véhicule autonome français, j'aurais sans doute pas le droit de l'emmener en Angleterre parce qu'il n'aura pas du tout été capable de se mettre dans une situation de conduite à gauche. Ah, ça, oui, mais je change de véhicule à la frontière. Non, justement. Alors ça, c'est faisable. Hein. Tout ce qui est conduite à gauche ou à droite, tout ça, ce n'est pas un problème parce que c'est dans les cartes. Une fois que tu as généré ta référence, ta trajectoire de référence que tu dois suivre, après, c'est la gestion de tout ce qui est dynamique. Là n'est pas je ne pense pas que ce soit là le problème. Il faudra quand même que je change sa base. Il faudra quand même que je change son logiciel. Le piéton est piéton, si tu veux. Par contre, ce qu'il faut changer, adapter, c'est comprendre que, par exemple, les feux ne sont pas les mêmes. Il faut télécharger tout ce qui est propre à un pays. Oui. Mais ce qui est aussi c'est pas si facile, mais j'imagine que quand tu vas traverser la frontière, ton véhicule communicant va pouvoir automatiquement télécharger du cloud de tous les paramètres, par exemple. Et c'est ce qui est intéressant dans les télécommunications qui ont été beaucoup plus intéressants, c'est qu'ils sont beaucoup plus transfrontaliers, donc les protocoles, tout ça, c'est des choses qui sont plus standardisées. Donc on peut Merci, Fawzi. Voilà. Moi, j'avais une autre question un peu dans la filiation. Alors, ce n'est pas un sujet code de la route, mais c'est un sujet plutôt lié aux façons de faire ces véhicules autonomes basés sur des apprentissages end-to-end. Finalement, quelque part, quand on est dans cette logique-là, on a besoin, j'imagine, d'énormément de données. On a besoin qu'elles soient labellisées par d'excellents conducteurs.
et des professionnels, j'imagine. Donc, puisqu'on veut faire un reward en fonction de bonnes actions, donc il faut avoir des bonnes actions, parce que si on reproduit finalement quelque part le comportement des conducteurs actuels sur la route en les observant, en mettant ça dans une machine, on va avoir à peu près le même nombre de morts. Donc, c'est quand même pas l'idée. Et donc, quelque part, comment on se détache de ces données et de cette labellisation naturelle par des conducteurs qui ont forcément leurs propres limitations en termes de, même s'ils sont professionnels. Alors, très honnêtement, moi, je ne suis pas du tout un fan du end-to-end, hein, on est d'accord. Ça méritait le coup de le tester. Pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est séduisant de se dire qu'on n'a pas besoin de représentation intermédiaire. On n'a pas besoin de tout raisonner. Mais franchement, quand on voit déjà la complexité avec tout ce qu'on a dit, les aspects contextuels, les règles, etc., on ne peut pas les faire avec des méthodes du type end-to-end. Ça, c'est presque pas. Par contre, là où c'est rassurant, c'est qu'on commence à avoir des méthodes end-to-end qui n'ont pas besoin justement d'apprentissage exhaustif. C'est vrai qu'il faut déterminer les rewards, mais les rewards sont… On n'est pas obligé d'avoir une supervision humaine, c'est ce que je veux dire. Donc, on n'a pas besoin d'immenses bases de données. Par contre, je ne suis pas si sûr que ça. Je veux dire honnêtement, je ne suis pas sûr qu'on puisse un jour faire du end-to-end sans intégrer les autres critères, les autres contraintes et compagnie. Mais, encore une fois, il existe maintenant de plus en plus de méthodes qui permettent de générer des bases de données, comme on l'a vu tout à l'heure, de générer des bases de données à partir de simulateurs, de faire aussi du raisonnement sans supervision humaine. Donc, c'est les machines qui apprennent elles-mêmes. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Je vois une question de David Renaud. Alors, est-ce que l'utilisation du GAN pour l'enrichissement du training ne risque pas d'introduire un biais dans l'apprentissage? Oui et non. C'est-à-dire que dans notre cas, par exemple, le fait d'avoir enrichi avec de la pluie, on l'a fait avec un vrai modèle physique. C'est-à-dire que ce que vous avez, ce n'est pas une apparence de pluie, c'est une vraie goutte avec tout ce qui est modèle de réflexion, etc. Dans ce cas-là, en même temps, voilà, ça dépend de ce que vous cherchez à faire. Si l'objectif, c'est d'enlever cette pluie et d'obtenir une image plus nette, c'est mieux que d'avoir à traiter une image avec de la pluie qui dégouline, enfin des gouttes d'eau, etc., etc. Sur le risque d'introduire un biais, certainement quand même, un tout petit peu. Ouais. Ok. Moi, j'aurais bien une question si vous m'entendez. Oui, Yves. Bonjour, Yves. Bonjour. Salut. Ouais, je vais te poser une question qui ne va pas t'étonner. Quid de l'IA non supervisée introduite dans une boucle de commande dans lequel tu aurais à la fois de la perception et puis du suivi automatique avec ton véhicule. Qu'est-ce que vous envisagez de faire dans ce cas-là? De mettre des boucles de commande en s'appuyant uniquement sur toujours des approches. Non, pas en s'appuyant uniquement, mais en mettant dans la boucle de contrôle de l'IA. Ça fait peur. Non, mais aujourd'hui, si tu veux, bien sûr que le vrai problème, c'est on connaît tout le monde le problème du contrôle commande, de la stabilité du contrôle, etc., etc. Donc aujourd'hui, mais tu sais aussi que le contrôle est robuste. Oui. Alors, on n'a pas. Tu sais que ce sont des approches qu'on souhaite essayer, enfin, justement investiguer pour voir ce que ça fait. J'entends un petit écho. Oui, ça doit être le micro de Yves. C'est pas grave. Oui, c'est une question très intéressante. Je pense que ça vaut le coup quand même de tester parce que c'est quand même un des obstacles au déploiement des véhicules. Qui c'est qui aurait confiance de mettre de l'IA dans la boucle de commande?
C'est ça le problème. Ça, tu sais qu'on a commencé un peu, on a de l'intérêt dans ce sens-là. Et je pense qu'à long terme, de l'IA non supervisée, on n'y échappera pas. Et donc, mettre de l'IA non supervisée dans une boucle de commande, on n'y échappera pas non plus. Oui, et c'est un problème, un problème général de système cyberphysique dans lequel, de plus en plus, il y aura de l'IA. Et comment on fait pour maîtriser ce genre de choses? Maîtriser, certifier, tout ça. C'est pour ça. On ne parle même pas de certification. Ouais. C'est pour ça qu'on voudrait nous tester ça. Et donc, on a une thèse là qui va démarrer bientôt sur des aspects de planification, contrôle justement. Et on avait voulu faire du renforcement, etc. Et avec une boucle de commande intégrée pour voir. Mais je ne saurais pas te dire. Voilà, je suis un peu comme toi, je suis un peu dubitatif. En même temps, on sait que ça va venir. Voilà, on sait que ça va venir. Ouais. Et moi, j'ai l'impression, mais tu dois savoir beaucoup mieux que moi ça, c'était un peu, en définitive, sur ce point que je voulais t'interroger, c'est au niveau de l'état de l'art que tu dois connaître beaucoup mieux. Est-ce que tu sais s'il commence à y avoir, dans le domaine de l'automobile, des premiers travaux dans cette direction-là? En Allemagne, j'ai vu une contribution ou deux. D'accord. Mais pour l'instant, ce sont des méthodes très classiques qui sont utilisées pour les boucles de contrôle. Et je suis même, j'irais encore plus basique que ce que tu penses. Oui, mais même un PID, quelque chose qu'aussi simple qu'un PID, avec dedans une boucle de contrôle, avec, au niveau du contrôleur, qui peut être n'importe quoi, une boucle de contrôle, enfin, au niveau des contrôleurs, parce qu'il peut y en avoir plusieurs, tu vois ce que ça pourrait… Oui, mais c'est même envisageable pour quand c'est simple. Alors, on a commencé un travail en collaboration avec l'UPM de Madrid, l'Université Polytechnique de Madrid, pour justement essayer de valider ça sur des scénarios, sur des simples, donc introduire un peu cela. Justement, c'était pour des PID. Mais je ne peux pas dire aujourd'hui que c'est concluant. Non, mais ça, je m'en doute. Je sais que c'est du domaine de la recherche pour l'instant. Oui. C'est complètement prospectif, ça. On a fait un peu d'état de l'art, nous aussi, quand même. Mais voilà, si tu pourrais avoir ton avis, parce que nous, on regarde ça d'un point de vue un peu plus large que seulement l'automobile. Oui. Pour nous, c'est un CPS au sens large, quoi. Et l'automobile, c'est un des exemples les plus… Emblématique. Voilà, emblématique, si tu veux, qui touche beaucoup de gens, ça parle à tout le monde. Voilà. Je n'exclus pas, en fait, je n'excluse pas le fait qu'on puisse introduire ce genre de boucle. Maintenant, il faut voir, ça dépend de beaucoup de choses, en fait. Ça dépend de la complexité, de la tâche, de la manœuvre, de plein de choses, en fait. Merci de la réponse. On va être obligé d'aller vers la conclusion. Yves, est-ce que tu peux fermer ton micro parce qu'il y a vraiment un écho Oui, excuse-moi, je croyais l'avoir… Voilà, merci beaucoup Yves. Bien, on est en train d'arriver à la fin de notre séminaire. Je voulais encore remercier Fawzi pour sa très belle intervention, les belles perspectives qu'il nous a partagées. Avertir les gens qui sont connectés que le prochain séminaire à Systemix avait lieu le 15 avril sur un sujet très différent, mais bon voilà, Mohamed Gazel viendra partager le sujet du diagnostic de faute dans les systèmes à événements discrets, 15 avril. Allez sur le site de l'IRT pour vous connecter et voir le sujet.